L'émission Le sport pour la vie, ce sont des passionnés de sport, des gens actifs ou des entraîneurs qui nous parlent de leur histoire et de ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents, coachs ou non, à amener les jeunes sportifs à prendre soin d'eux et à développer leurs compétences émotionnelles avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés du sport pour la vie. Aujourd'hui à l'émission Le sport pour la vie, on reçoit Simon Dionvien, coureur automobile bien connu dans la région du Kamouraska. Ça me fait plaisir de le recevoir. Bonjour Simon. Salut Annie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Et toi? Ben oui, ça va super bien aussi. Dis-moi, avec la pandémie qui nous afflige, comment se passe ta vie de coureur automobile? Ben écoute, c'est sûr que ma vie de coureur automobile était un peu plus tranquille au cours de la dernière année. Je suis plus à la maison que je ne l'ai jamais été, je te dirais. Mais j'essaye de rester actif aussi. Puis écoute, je suis en préparation justement pour la saison 2021. On espère qu'on va pouvoir justement être sur des circuits et pouvoir pratiquer notre sport plus qu'en 2020, en tout cas. Fait que de mon côté, je suis en préparation. Écoute, préparation des voitures, préparation aussi physique. On essaie de rester en forme malgré le confinement. Fait que c'est pas mal ça qui se passe de ce Parce temps. que la forme physique est aussi importante, Simon, dans la course automobile? Ben, je te dirais oui, quand même, surtout dans la série NASCAR Pinty's à laquelle que je roule présentement. Les courses sont longues, il fait chaud dans la voiture, c'est des températures extrêmes, je te dirais, là, des fois qui peuvent atteindre 60-65 degrés dans l'habitacle. Des courses qui peuvent durer plus de 2 heures. Fait que oui, je te dirais qu'il faut quand même être pas mal en forme pour survivre à ça. Et tu l'as dit, Simon, c'est des courses quand même assez longues, des 50 tours, etc. Comment on fait pour garder le focus? Parce que c'est une qualité là, chez un coureur automobile, mais chez tout athlète. Là. Ouais, ben écoute, c'est de la concentration. Comme tu dis, c'est de garder le focus aussi tout au long de l'épreuve. Faut essayer de gérer aussi les éléments mécaniques sur la voiture, gérer les freins de l'auto aussi. Faut pas tout donner, disons, dans les premiers tours, parce que c'est ça, il y a des courses qui sont vraiment longues. Là. Une course comme l'autodrome Chaudière, où est-ce qu'on roule une fois par année, on fait 300 tours. Fait que c'est quand My même God! assez long, je te dirais. Puis oui, effectivement, je te dirais qu'il faut essayer de gérer l'auto, puis il faut gérer aussi notre pilotage là-dedans. Il faut être intelligent aussi et garder justement de l'énergie autant à la voiture qu'au pilote pour la fin. Là. Exactement, parce que comme tu le disais, c'est quand même assez long. Puis à quelque part, il faut aussi que tu gères les autres, j'imagine. Ouais. Exactement. C'est sûr qu'on roule toujours près les uns des autres. Les pilotes, je te dirais, surtout dans la série que je roule, là, la série Pinty's, les gars sont pas mal tous agressifs. C'est le calibre le plus élevé au Canada. Donc, tu sais, je roule avec des gars d'expérience comme Alex Tagliani, Andrew Ranger, les frères Dumoulin. C'est tous des gars qui roulent depuis des années en course automobile, qui sont hyper rapides. Fait que c'est de gérer l'environnement qui nous entoure et bien sûr de gérer, oui, les autres pilotes avec qui on se bat sur la piste. Donc, c'est des grosses pointures que tu affrontes. Tu le dis, sont rapides, téméraires, ils ont de l'expérience. J'imagine que Ouais. tu te reconnais peut-être un peu là-dedans, mais comment on gère le risque dans la course automobile, Simon, parce que ça va vite? Ben, je te dirais que le risque, écoute, c'est des risques calculés. C'est sûr que parfois, il faut prendre des décisions très, très rapides. C'est plus les réflexes, des fois, qui prennent le relais, disons, dans des situations critiques. Mais le but, écoute, c'est d'essayer de gérer, comme je te disais, la voiture, gérer la vitesse, gérer l'usure des pneus. Gérer nos dépassements aussi. Tu sais, des fois, là, on va travailler plusieurs tours pour être capable de dépasser une voiture. Faut essayer d'être patient. Puis ça, je travaille là-dessus aussi, mais je suis de plus en plus patient en piste. Mais écoute, faut essayer justement de rester calme dans la voiture, la tête froide, pas laisser nos émotions prendre le dessus, même si des fois c'est un peu difficile pareil. Mais écoute, c'est ça, faut essayer de gérer justement tout l'environnement qui nous entoure, autant le trafic que les éléments mécaniques et l'usure de la voiture. Quel est le plus grand risque que tu aies pris en course automobile? Ou un Euh, des plus grands, là, si ça ne vient pas vite comme ça?
Ouais, c'est dur à dire. Écoute, il n'y a pas vraiment de risque plus élevé que d'autres. Il y a des dépassements que j'ai fait peut-être plus spectaculaires que d'autres, je te dirais. Il y a une couple d'années, là, au Grand Prix de Trois-Rivières, là, j'avais fait un dépassement là, à très haute vitesse, là, où est-ce que j'avais dépassé deux voitures dans une seule manœuvre. Je te dirais que c'était peut-être un peu risqué au dire de plusieurs personnes. Et de mon côté, c'était un risque qui était 100% calculé. Mais c'est ça, parfois c'est ça. Disons on pousse notre luck un peu plus, aussi, tout dépendant des situations, bien sûr. Donc, Simon, tu parles de la gestion de risque calculé. Est-ce que tu dirais que ça vient avec la confiance en soi qu'on développe? Oui, c'est sûr. Écoute, plus qu'on est confiant, parfois plus que ça peut nous amener à prendre des risques aussi, puis à pousser encore plus fort. Mais écoute, la confiance, on la développe dans le sport tout au long qu'on le pratique aussi. Puis il y a des moments où est-ce que la confiance est plus forte que d'autres. C'est ça, c'est jamais acquis, je te dirais non plus quand même, la confiance, surtout en course auto. Là, on dit souvent là, qu'on est aussi bon toujours que dans notre dernière course. Fait que ça va pas toujours comme on veut non plus, puis ça va pas toujours bien. Fait que ça fait partie de la situation, puis ça fait partie des différents événements qui font que oui, parfois notre confiance est au plus haut, puis parfois notre confiance en prend un coup aussi là, quand on fait une manœuvre ou quand on fait une course qui est peut-être pas nécessairement selon nos attentes. Effectivement. Puis comment dirais-tu que toi, là, Simon Dion-Vient, tu as bâti ta confiance en course automobile? Ben, je te dirais, moi, j'ai gravi des échelons, fait que c'est ça que je voulais faire, dans le fond, au niveau de mon cheminement. Tu sais, dans les classes inférieures, disons, inférieures, peut-être pas inférieures, mais tu sais, dans les classes où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que le calibre était moins élevé, mon but, c'était de gagner des courses. Mon but, c'était toujours de bien figurer. Puis j'ai réussi, là, c'est ça, à gagner des championnats, autant québécois que championnats canadiens. Fait que c'est ça qui est venu faire bâtir ma confiance, je te dirais. Puis au fil des années, c'était à rouler aussi en équipe avec d'autres coéquipiers. C'est la plus belle, je te dirais, le plus bel élément de mesure qu'on peut avoir, c'est de rouler avec des coéquipiers en course auto. Surtout quand il y a un moment dans ma carrière où est-ce que je faisais des courses d'endurance. Fait qu'on roulait toujours des voitures similaires entre coéquipiers. Puis parfois même, on prenait le relais, là, un coéquipier puis l'autre, fait qu'on pouvait se comparer vraiment. Fait que de ce côté-là, j'étais capable de me comparer avec des bons pilotes qui étaient mes coéquipiers, puis que je voyais là, que j'étais capable de rivaliser avec eux assez aisément au niveau des temps sur la piste, puis de mes performances. Fait que comme ça, c'est sûr que oui, de fil en aiguille, je me suis bâti une confiance. Intéressant. Et aurais-tu eu un modèle, justement, parmi tes coéquipiers ou en général? Par rapport à... Il y a bien des gars que j'ai admirés, puis des gars avec qui j'ai roulé, justement. Je pense dans le temps que je roulais pour l'écurie Lombardie, je roulais avec Nick Whitmer, qui est un gars qui est vraiment, vraiment rapide en course automobile, un très, très bon pilote. Puis j'ai roulé longtemps avec lui. Puis j'avais des bonnes batailles sur la piste avec lui aussi. Fait que ça, c'est un gars qui m'a aidé à cheminer, qui m'a aidé à repousser encore plus, disons, les limites de mon pilotage. À part de ça, les coéquipiers que j'ai eus, écoute, il y a beaucoup de compétiteurs là, avec qui que je roule. T'sais, un gars comme Andrew Ranger, que souvent, là, j'ai à rouler avec lui, dans le peloton avec lui. Puis je suis capable justement de voir un peu qu'est-ce qu'il fait. Je suis capable un peu de prendre un peu de ses techniques puis d'essayer d'améliorer la mienne avec ça. Fait que c'est de cette façon-là que je pense que je m'améliore là, continuellement. On t'entend, Simon, parler, puis on voit vraiment que tu es passionné. Ton rêve de petit gars, c'était de vivre de ta passion de la course automobile. Est-ce que tu dirais que tu en as déjà vécu? Tu en vis encore? Ouais, ben écoute, c'est ça qui est intéressant. La course automobile, c'est un tout.
Fait que oui, tu sais, je suis super content parce que je pensais, je pensais pas, je me voyais là, mais je savais pas nécessairement si j'allais être capable d'atteindre mon objectif de vivre de la course automobile. Je peux pas dire que je vis vraiment de la course automobile, mais je vis disons, des services que j'offre qui sont dérivés de la course auto. Tu sais, je suis instructeur de pilotage pour des manufacturiers automobiles. Je donne de la formation aussi dans le domaine automobile. Fait que ça, c'est grâce à la course automobile que je me suis fait plein de contacts, que j'ai été capable de faire évoluer ma carrière dans cette direction-là. Fait que oui, écoute, c'était mon objectif d'être capable de vivre de la course auto ou d'un métier connect, puis d'un métier connexe. Puis présentement, là, c'est ça que je vis. Fait que c'est une fierté pour moi, puis je suis content là, d'avoir été en mesure de faire le cheminement pour me rendre là. Donc, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment puis qui rêvent de faire de la course automobile parce que possiblement que c'est comme ça que ça a commencé pour toi? Ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais? C'est de croire en ses rêves, premièrement, de jamais abandonner, puis vraiment d'être persévérant. Parce que il y a des hauts et des bas, c'est vraiment pas un milieu qui est facile. C'est un milieu qui est mené beaucoup aussi par l'argent. C'est sûr que ça prend beaucoup, beaucoup d'argent en course auto, mais j'ai quand même été capable de me tailler une place, en ayant l'appui de bons commanditaires, de bons partenaires. Mais par contre, là, j'ai eu quand même de la détermination, puis j'ai essayé de focusser sur quelque chose, de focusser sur un objectif, puis de tout donner pour me rendre là, je te dirais. Là. Fait que j'étais un gars, dans la vie, j'étais un gars qui se fixe beaucoup d'objectifs. Je m'avais fixé comme objectif justement d'essayer de vivre la course auto ou d'un produit connexe ou d'un service connexe, comme on disait tout à l'heure. Puis j'ai toujours travaillé dans cette optique-là. Fait que le but, ben c'est ça, c'est de rester déterminé, de rester persévérant aussi, malgré les embûches, malgré des périodes plus difficiles, puis toujours garder en tête l'objectif qu'on a. Là. Donc, Simon, tu as eu des modèles dans ta vie. Peut-être qu'actuellement, tu es toi-même un modèle pour certaines personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Je voulais te remercier du temps que... Pardon? J'ai dit, je le sais pas, je l'espère. Certainement, certainement. Et je voulais te remercier du temps que tu as pris aujourd'hui pour notre émission. Merci beaucoup. Pas de problème, merci. Donc, M. Bernard Généreux, bienvenue. Bonjour Annie, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Bernard, on va se permettre de se tutoyer. C'est pas comme si on se connaissait pas. Absolument. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Ça va très Merci. bien. Ça va très, très bien. Merci, Bernard. Tout d'abord, j'avais envie de commencer comme ça. Donc, je vais partager mon écran avec toi. Oh my God. Oh my God. Tu as fait un gros travail de recherche, ma chère? Ouais, c'est ma soeur, ça. Oh my God. Hey, tu sais, tu reconnais cet endroit-là, hein? J'espère que tu reconnais cet endroit-là. Ça, c'est la Côte des Chats, à l'endroit où est-ce qu'il y a le HLM actuellement à Saint-Pacôme. Donc, c'est l'ancienne piste, c'est dans les anciennes pistes avec le câble à laquelle, ça, c'est là, on a progressé, on est rendu dans la nouvelle Côte des Chats à ce moment-là, là, avec les photos qu'on voit à l'instant. Ça, c'est des compétitions. Ça, c'est ma sœur André. Ça, c'est mon frère Pierre. Oh my God! Ça, c'est M. Bérubé de Saint-Pacôme. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Ces images-là, c'est incroyable. Donc, Bernard, peu de gens le savent, mais tu as été un entraîneur de ski et été un passionné de ski alpin. Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai commencé à skier à Saint-Pacôme à l'âge de 5 ans. Donc, je me suis assuré que mes enfants allaient commencer avant moi, donc à un plus bas âge. Donc, mes enfants ont commencé à skier à 2 ans. Mon Dieu! Oui. Non, c'est une passion écoute, j'ai bientôt 59 ans, là. Donc, ça va faire près de 55 ans que je fais du ski alpin. Effectivement, c'est une passion que j'ai eue. Je dirais qu'en vieillissant, puis au fur des années, j'ai peut-être pas aussi pratiqué assidûment que j'aurais bien voulu le faire.
mais c'est une passion que j'ai vraiment depuis très longtemps. Saint-Pacôme a été notre garderie, même à cette époque-là, tous les enfants de la région allaient s'y adonner là, pour faire du ski alpin, éventuellement de la glissade. D'ailleurs, j'ai été, en plus d'être entraîneur, j'ai été membre du conseil d'administration de la station plein air pendant au moins 10 ans. Quel souvenir gardes-tu, Bernard, justement de ces journées passées sur les pentes? Écoute, c'est des souvenirs absolument impérissables parce que faut savoir que notre région n'était pas pourvue de beaucoup de sports, d'activités d'hiver, si je peux m'exprimer comme ça, abordables. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des centres de ski de fond gratuits, on a des pistes de fat bike, on a toutes sortes d'éléments de la raquette qu'on peut faire dans des pistes balisées. Mais à l'époque, ça n'existait pas, ces choses-là. C'était pas des sports qui étaient très connus, un peu le ski de fond, mais c'est venu plus tard. Le ski alpin, à cause de Saint-Pacôme, a été pour plusieurs, là, des générations entières, là, ça a été notre sport national. Et on disait à la blague, quand tu as appris à faire du ski à Saint-Pacôme, tu peux skier partout dans le monde. Parce qu'il faut savoir que la montagne, malgré sa petitesse, est une montagne assez à pic malgré tout. Et que quand on avait skié ici, qu'on avait appris à skier ici, parce que j'ai donné des cours avant d'entraîner en ski, parce que l'école de ski était aussi quelque chose de très prisé à Saint-Pacôme. Il y avait jusqu'à 30 entraîneurs de ski, 30 professeurs à un moment donné dans l'école de ski. Donc, il y a eu des très, très grandes années, des années, évidemment, des hauts et des bas là, à la station plein air, mais de façon générale, c'était un endroit extrêmement fréquenté à l'époque. Et tu dis, Bernard, c'était une école de ski, justement, tu y as enseigné. Donc, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu montrais aux jeunes, là? Essentiellement, c'était la technique, mais surtout la confiance en soi, parce que, je le répète, Saint-Pacôme, quand on arrivait en haut de la montagne, après avoir réussi à monter avec le T-bar, parce qu'on savait qu'on avait juste 2 T-bars à Saint-Pacôme, quand on arrivait en haut, puis qu'on était capable de commencer à enseigner les rudiments, parce qu'on faisait ça en bas de la montagne, en bas de la familiale, c'était quand même assez facile à ce moment-là, mais quand on arrivait en haut, même la familiale était pour des débutants une pente très à pic, parce que la première portion de la familiale est quand même un petit peu à pic. Alors, écoute, moi, j'ai vu des dames puis des hommes là, descendre sur le derrière jusqu'en bas parce qu'ils avaient peur, il y avait la chienne de Lévis. Je les comprends. Malgré tous ces conseils qu'on leur donnait, ça prenait plusieurs fois avant qu'on réussisse à monter en haut. Bien, comment tu arrivais à leur enseigner cette technique-là, Bernard? Justement, tu parlais de confiance en soi. Comment on arrive à enseigner ça à des jeunes? Parce qu'ils étaient quand même assez jeunes, j'imagine. Ben, en fait, l'école de ski enseignait à tous âges. Moi, j'étais plus dans les ados, là, les jeunes ados. Là. Ça m'arrivait de prendre des adultes à l'occasion. On enseignait aussi en soirée. Donc, c'était varié, mais de façon générale, c'était avec des jeunes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de balancement ou de contrôle, si tu veux, d'un individu, plus il est petit, alors, plus il tombe, quand il tombe, ça fait pas mal parce qu'il il tombe pas de haut, là, on s'entend. Donc, le point de bascule n'est pas dramatique ou n'est pas très dangereux. Mais quand on arrive chez les adultes, quand ils tombent, avec le poids, etc., souvent, là, ça risque de faire mal. Puis d'ailleurs, j'en ai vu des gens se blesser à juste prendre des cours. Là. Mais alors, c'est pour ça que j'aimais mieux enseigner des ados. Je trouvais ça beaucoup plus dynamique. Écoute, Bernard, le point sur lequel je veux t'amener, c'est que tu parles beaucoup de technique à ce point-ci, mais tu as commencé en parlant que l'objectif pour toi, c'était la confiance en soi. La confiance, comment ça s'enseigne, en quelque sorte? Est-ce que ça s'enseigne, ça? En fait, oui, tout à fait, tout à fait. Dans n'importe quel sport, d'ailleurs. J'ai fait de la planche à voile beaucoup. Pendant 25 ans, j'ai fait de la planche à voile. Aujourd'hui, je fais un petit peu de kite. Je commence tranquillement, d'ailleurs, à développer ma passion pour le kite. Donc, c'est un cerf-volant avec des skis qu'on a dans les pieds sur la neige ou avec des planches l'hiver, l'été sur l'eau. Mais la confiance en soi est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que, au-delà de la technique en ski, quand on apprend un nouveau sport, quel qu'il soit, il faut comprendre ses rudiments, il faut comprendre ses règlements dans certains cas. Moi, je suis pas quelqu'un de très organisé ou structuré par rapport à ça, mais j'aimais enseigner aux gens de prendre connaissance de ce qu'ils est en train de faire, de prendre conscience. La neige, tu sais, la neige, l'espace dans lequel on était.
pour qu'il soit capable de figurer qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour être capable. Parce que quand tu arrives devant un obstacle, quand tu fais un sport, il faut que tu apprennes à contourner cet obstacle-là. Il faut pas que tu rentres dedans. Il faut vraiment que tu prennes conscience de l'environnement qui t'entoure quand tu fais ton sport. Autant que ce soit les membres de l'équipe, quand tu es dans un sport d'équipe, autant de façon individuelle. Évidemment, quand tu es sur une pente de ski, tu n'es pas tout seul. Donc, évidemment, le risque de rencontrer d'autres personnes existe. Le risque de rentrer dans d'autres personnes existe aussi. Donc, tous ces éléments-là doivent être appris. Et quand on a confiance en soi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose qu'on est né avec. Donc, c'est quelque chose qu'on doit développer, c'est quelque chose qu'on doit alimenter. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi, même trop des fois. Donc, j'ai pas peur de rien. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un accident en ski mémorable à Saint-Pacôme, plusieurs accidents encore. Ouais. Mémorable. Je me suis cassé 6 côtes, déboîté une épaule. Je suis rentré dans un arbre, j'ai cassé l'arbre. En tout cas, je peux te dire une affaire. Je m'en souviens encore parce que ça a fait très mal. Et c'était la première fois en plus que je portais un casque. Parce que moi, je faisais du ski avec un chapeau de cow-boy pendant 25 ans. Et là, j'avais décidé. Un bel exemple à suivre. C'était la première fois que je mettais un casque. Alors, j'avais augmenté ma confiance en moi sans le vouloir parce que j'avais un casque sur la tête. Et là, j'ai pris des risques que j'aurais jamais dû prendre. Et oui, ça m'a amené dans un arbre. Mais tout ça pour dire que la confiance en soi au niveau du sport, ça se développe. Et plus on a confiance en soi, ça veut dire qu'on se donne aussi droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps gagner, on ne peut pas tout le temps réussir. Et d'ailleurs, la réussite, c'est le fruit de plusieurs échecs. Donc, on se doit de tomber en ski, c'est pas anormal. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur de tomber. D'ailleurs, il faut apprendre à tomber en ski. Moi, j'ai fait des chutes mémorables. J'ai tombé en masse en ski. Là. J'ai perdu mes skis. Écoute, tout envolé. Là, je veux dire, mais en sachant tomber, on se fait pas mal. Donc, il faut savoir avoir... Puis ça, c'est bon au soccer, c'est bon dans n'importe quel sport. Et ça, c'est là où on développe cette confiance en soi en étant conscient de notre environnement qui nous entoure quand on fait un sport. Là. Est-ce que c'est le genre de truc que tu donnes aussi à tes petits-enfants? Parce que maintenant, tu enseignes aussi le ski alpin, mais cette fois plus familial. Encore, ça a toujours été familial pour toi, le ski, là, mais aujourd'hui, ça l'est un petit peu plus avec tes petits-enfants. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très occupé dans ma vie. Là. J'ai des entreprises, etc., etc. Donc, moi, le samedi matin, là, c'était sacré. On allait faire du ski tout l'avant-midi, des fois jusqu'au milieu de l'après-midi quand la température le permettait, que c'était beau. Après ça, je me retournais travailler, mais je consacrais mes samedis matins à mes enfants, puis je renseignais le ski, ou bien j'entraînais, parce qu'on a entraîné en compétition. Ma fille, d'ailleurs, qui est là, elle a compétitionné contre Marie-Michel Gagnon, qui est au national, et elle l'a déjà battu même dans les compétitions de ski bec qu'on avait là, à l'époque, là, dans la région de la Côte-du-Sud. On avait toute l'alliance sportive là, qui existait, et elle a compétitionné. Elle a exactement le même âge qu'elle, et elle a compétitionné contre elle au Massif du Sud, où je me souviens une fois où elle avait gagné contre Marie-Michel Gagnon, qui est sur la Coupe mondiale actuellement. Et selon toi, Kayla, qu'est-ce qui l'avait fait gagner? En fait, Kayla, comment je pourrais dire, elle a aussi une confiance assez importante. C'est une fille qui a peur de rien. Donc, il faut pas avoir peur quand on fait du sport. Il faut être vraiment conscient de l'énergie qu'on doit y apporter pour réussir. Oui, vas-y. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il ne faut pas avoir peur quand on fait du sport, mais est-ce que tu veux la même chose pour ta petite fille que tu coaches actuellement? Là? Ben, en fait, j'aurais même plus peur pour ma petite fille tellement qu'elle a du guts. Là. Ça fait que, elle a commencé, ouais, c'est ça. Mais là, moi, j'ai vieilli, là, je me suis assagi un peu, mais ça reste que quand je vais faire du ski, puis je me laisse aller, moi, j'aime la vitesse. Alors, autant en voiture, en silo, en n'importe quoi, j'aime la vitesse. Tu as été témoin de ça. Mais l'idée, c'est qu'en ski, moi, je considère que j'ai tellement contrôle de ce que je fais. Maintenant qu'avec les skis paraboliques que nous avons, écoute, on est littéralement couché sur la neige là, quand on fait nos virages. Qu'est-ce qui fait gagner, selon toi, Kayla? Est-ce que c'est sa force de caractère? Oui, absolument. C'est sûr que sa force de caractère, absolument. Kayla est très compétitive. Elle était très compétitive. Ça aussi, c'est une donnée souvent qu'on a en dedans de nous. Ça peut se développer aussi également. Mais quand on a déjà cet esprit de compétition, moi, quand j'ai entraîné mes enfants, comme tu sais, quand on est dans un groupe de 15-20 jeunes, parce qu'à l'époque, dans le club de compétition, il y avait 20, 25, 30, 40 jeunes, mes enfants, je les traitais
comment je pourrais dire, plus sévèrement que même les autres parce que je voulais qu'ils donnent l'exemple. Tu sais, comment est-ce qu'on est quand on est un parent entraîneur? Moi, je laissais pas mes enfants faire trop d'erreurs, puis je leur disais, ah ouais, let's go, là, faut pas que tu te fasses battre par les autres, puis je voulais qu'ils donnent l'exemple. OK. T'es compétitif, toi aussi, finalement. Je m'en servais à bon escient, peut-être à mauvais escient, parce que ça dépend du regard qu'on y porte, mais ça reste que c'était une façon pour moi de les motiver, puis Kayla était très motivée, là. La journée, je me souviens, la journée où on y a acheté un skin, qu'on appelle en anglais, c'est comme une deuxième peau, finalement, quand on fait des compétitions de ski. Écoute, elle a filé, là, c'était incroyable. Elle était tellement fière d'avoir ça. Puis on l'a encore, d'ailleurs. Elle était tellement fière d'avoir ce vêtement-là pour skier, pour faire des compétitions. Dans tous les sports, il y a comme un mouvement aussi. Il y a une mode qui vient avec ça. Là encore, aujourd'hui, c'est encore pire que dans le temps. Mais il y a des éléments techniques qui sont très importants. Avoir des bons skis, bien sûr, mais la technique, puis elle a toujours été très compétitive. Tristan était moins compétitif. D'ailleurs, on voyait la différence. Là, tu parles beaucoup on voit vraiment la passion quand tu parles de ski. Là, tu parles de ta fille, on parlait de ta petite fille. Qu'est-ce que tu voudrais pour ta petite fille, justement, par rapport au sport? Moi, j'aimerais qu'elle aille aux Olympiques, mais je suis pas sûr qu'elle va y aller. Mais je suis pas... En fait, c'est que le dommage qu'on a collatéral du fait qu'on a perdu la station plein air de Saint-Pacôme depuis 5 ans, c'est que pour aller faire du ski alpin, il faut faire 1h30 de route, soit à l'est ou à l'ouest, et au sud, à Petite-Rivière, pas à Petite-Rivière, mais au Massif du Sud. Et sincèrement, avec les occupations que j'ai aujourd'hui, puis les occupations que nos enfants ont, autant que ma fille que mon fils sont très occupés dans leur vie professionnelle. Ma fille est en processus de prendre la relève de mon entreprise. Donc, il y a comme la vie d'aujourd'hui est différente un peu, puis la proximité qu'on avait avec Saint-Pacôme et la difficulté de cette montagne-là faisait en sorte que quand on arrivait en compétition à l'extérieur, on n'était pas jaloux de personne là, parce qu'on savait qu'on était capable de compétitionner de par la difficulté de la montagne. Bernard, quel conseil tu donnerais justement à des sportifs qui veulent se lancer justement peut-être sans dire dans une carrière de ski alpin, mais quel conseil, toi, tu as reçu que tu dis, ben moi, ce conseil-là, je le donnerais aussi aux jeunes sportifs? Le conseil que je peux donner, c'est développez-vous pour les sports que vous ferez une passion qui vous amènera, non pas nécessairement aux Olympiques, mais qui vous amènera à vous dépasser vous-même personnellement. Parce que ce qu'on apprend dans le sport, on le transmet dans notre vie de tous les jours et ça nous aide à grandir en tant qu'individu de façon importante. Merci. Merci beaucoup, Bernard Généreux. Ça me fait plaisir, Annie. C'est toujours un plaisir de te rencontrer.